Je m'appelle Céline Calmet. Je m'excuse par avance pour cette petite voix cassée. Je suis victime d'une laryngite. Donc, j'espère que ce ne sera pas trop pénible à écouter. Je vais vous présenter la démarche d'innovation par les services que porte aujourd'hui le cluster, le pôle de compétitivité auquel j'appartiens, qui s'appelle NECOE et qui est dédié en région centre à l'innovation par les services. Donc, je vais basculer pour partager mon écran pour vous donner accès aux diapositives. Elles sont dans les mains d'Aurélien si vous souhaitez les avoir à l'issue de cet échange. Hop. Non, ce n'est pas le bon. Excusez-moi. Ça n'est pas parti. Hop. Partager l'écran. Non plus. C'est pas le bon. Je suis désolée. J'ai essayé d'envoyer un mail à Aurélien et ça n'est pas passé. Rebonjour à tous. Et donc, je vais parler avec vous aujourd'hui de l'innovation par les services comme démarche pour conquérir et fidéliser les clients par les services. Donc aujourd'hui, un constat que nous faisons nous sur notre thématique, qui est aujourd'hui le numérique dans les différents médias qu'on peut utiliser et dans les différents usages qu'on peut avoir, ainsi qu'une concurrence accrue, nécessite pour les entreprises de production, mais aussi de distribution, de comprendre les clients au-delà de leurs besoins et d'introduire deux éléments qui sont la notion d'usage et d'engagement. Je vais prendre un exemple assez simple. Quand vous êtes dans un univers assez peu numérique et assez monopolistique type La Poste, finalement pour envoyer le courrier, vous vous souciez assez peu de les usages et de l'engagement de vos clients, puisque aujourd'hui, il n'y a, pour l'envoyer un courrier papier, assez peu d'autres offres que celles de La Poste. En revanche, dès qu'on entre dans un domaine numérique et concurrentiel, numérique, ce qui permet un accès protéiforme et asynchrone du service, on a besoin de se soucier de la question des usages. L'usage, c'est en complément du besoin. Le besoin, c'est le marché. En complément du besoin, les usages, c'est la manière dont les personnes vont vivre l'expérience, le service, la solution que vous proposez de la phase de ce que nous, on va appeler idéation recherche. J'ai un problème, j'ai une difficulté, j'ai quelque chose qui n'est pas satisfaisant dans mon quotidien, jusqu'à finalement, je réalise cette tâche régulièrement avec facilité. Donc ça, c'est la notion d'usage. Et si je reprends un autre exemple qui parle à beaucoup de gens, je n'ai pas d'action dans cette entreprise et je ne défends pas le modèle social, mais en termes d'expérience, ils ont réinventé quand même pas mal de choses. La question d'Uber, Uber n'a rien inventé. Ils ont assez peu innové en termes de techno ou de technique. Le besoin était déjà satisfait, mais mal satisfait. Et en fait, ils ont repensé l'expérience client pour les fidéliser et entrer dans un marché. Ils ont repensé les usages, enfin l'expérience en partant des usages des clients, en se disant aujourd'hui, quels sont les usages de il est 23h ou 3h du matin, je veux rentrer chez moi jusqu'à je suis sous ma couette. Finalement, quels sont les usages, les pratiques des gens dans lesquels on pourrait s'inscrire pour apporter un service plus pertinent. Donc ça, c'est le premier élément, la notion d'usage. Et le deuxième élément, c'est la notion d'engagement, qui là va évoquer la notion d'émotion et de ressort un peu plus personnel et subjectif de notre client, de générer chez lui un engagement qui n'est pas ni de la manipulation, ni de la comment ça s'appelle, du détournement, mais vraiment de se dire comment j'engage mon client sur des leviers personnels, d'intérêt personnel dans une relation durable et pérenne. Donc voilà les deux sujets aujourd'hui que je vais évoquer avec vous dans une démarche d'innovation par les services, c'est comment on amène, avec une méthodologie que je vais vous présenter, à étudier ces éléments-là pour repenser mon expérience client et pour travailler sur ma fidélisation client. Je regarde s'il y a des questions. Non, je ne sais pas comment faire. Si Aurélien, tu sais comment faire pour regarder les questions en même temps que la présentation, n'hésite pas à me le dire. Non, t'inquiète pas, je surveille les questions s'il y en a, Céline. Super. Très bien. Donc la démarche centrée usage, c'est une démarche qui consiste à innover ou à améliorer, selon les cas, par les services. Le par est en gras parce que ce n'est pas une innovation qui va être uniquement dans le domaine des services, c'est-à-dire les activités tertiaires, banque, finance, de l'activité économique, mais vraiment que ce soit les services qui soient un moyen d'innover. Donc ça permet d'ouvrir la question de l'innovation à plein d'entreprises qui pourraient se dire moi je suis pas concernée parce que
moi, j'ai pas de paillasse, j'ai pas de cellule R&D. Donc, innover par les services, ça consiste à mettre en œuvre des solutions, la notion de solution est forte, centrées sur les usages pour apporter plus de valeur ajoutée à ses clients et à ses utilisateurs. Parfois, ce sont les mêmes, mais parfois, ce ne sont pas les mêmes personnes, pour se différencier et croître. Donc, on est vraiment dans une perspective de pérennisation des entreprises, mais en basculant un peu la lecture et en étant piloté par les usages de ses utilisateurs et de ses clients. Donc, le positionnement que nous, on a choisi, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que la question de l'innovation, on l'a fait sortir de la pure techno et technique pour l'amener sur une démarche plutôt autour des postures et notre capacité à faire autrement, à penser utilisateur, usage, à penser terrain, plutôt que produit immédiatement, ce qui permet aux entreprises de s'ouvrir tout un pan en se disant, finalement, moi qui pensais ne pas pouvoir innover, surtout les PME que nous accompagnons, parce que j'ai pas de labo R&D, j'ai pas de capacité d'investissement forte, j'ai pas de sujet de recherche important ou existant, eh bien finalement, je pensais que l'innovation, c'était pas fait pour moi. Eh bien si, avec cette vision de l'innovation, c'est ouvrir la capacité innovante des entreprises. Et puis la question du service, de se dire, parfois, je pense que je suis une entreprise, alors soit d'industrie, soit de métier de production, comme vous pouvez l'être dans l'horticulture ou la pépiniérie. Et finalement, est-ce que le service, ça fait partie de mon métier? Parce que parfois, je produis un bien qui va être distribué par quelqu'un d'autre. Eh bien, nous sommes convaincus que la notion de service approchée dans une démarche de solution, dans un système, dans un écosystème, avec plusieurs parties prenantes et en pensant une expérience, peut du coup ouvrir des champs d'activité à de nombreuses entreprises. Donc ça, c'est la question de l'innovation par les services. C'est une nouvelle approche de ma capacité à innover, de m'ouvrir sur un champ qui sont les services, qui ne sont pas forcément ceux que j'avais envisagés initialement dans mon activité, mais qui sont nécessaires aujourd'hui pour me diversifier et me différencier. Puisque généralement, sur le produit, je vais être challengée dans un paradigme prix très, très fort. Donc, c'est d'ouvrir un autre champ des possibles. Et donc, pour cela, Necoe, on a décliné une méthode qui vient des pays anglo-saxons, qui date des années 80, dont on entend de plus en plus parler, qui s'appelle le design thinking ou design de service, qui est matérialisé sur cette roue que vous pouvez voir à l'écran, qui est, souvent les gens ils me disent, une fois que je l'ai fini de la présenter, qui est souvent teintée de bon sens. C'est-à-dire, c'est souvent des choses qu'on a oubliées parce que pris dans la récurrence et dans le quotidien, on oublie des choses, mais c'est vraiment du bon sens. Donc, ce processus, il est, en 3 phases. Une première phase qui est la phase bleue, que vous voyez ici, qui est une phase qu'on va appeler la phase du pourquoi, et qui est de se dire finalement, je vais me poser la question de pourquoi du point de vue de mes utilisateurs, et pas uniquement mes clients, mais de mes utilisateurs. Il y a des irritants dans leur parcours aujourd'hui d'utilisation de mes produits ou de mes produits de mes concurrents, mais pourquoi il y a des difficultés, des irritants, on va appeler ça des points de douleur parfois, dans leur quotidien sur ce sujet-là. Cette phase de pourquoi, elle est non pas nouvelle, mais elle est souvent oubliée dans les entreprises parce que généralement, on a un problème, une difficulté, on va tout de suite rentrer dans la phase du comment. On va voir quelle est la deuxième phase de la démarche. Et on oublie cette phase du pourquoi. Cette phase du pourquoi, elle nous permet finalement de se mettre à la place de l'utilisateur aux différents niveaux où il peut être, un utilisateur final ou utilisateur intermédiaire selon les chaînes de valeur. Et on peut identifier du coup, en se mettant à sa place, en faisant une démarche d'empathie, des points de douleur, difficultés qu'on n'aurait pas forcément nous imaginé en tant que producteur à la base parce que pour nous, c'est une habitude, c'est une routine, c'est un sujet qu'on maîtrise, c'est notre vocabulaire, c'est notre quotidien, c'est nos outils. Or, pour notre utilisateur, c'est peut-être qu'une partie de son activité et sur lequel on n'a pas forcément tous les éléments de lecture. Donc, cette première phase de pourquoi, elle est très, très importante parce qu'elle permet d'ouvrir le champ des possibles, des pistes de service. Cette phase du pourquoi, elle se concentre sur les travaux de terrain, d'observation et de compréhension des usages des utilisateurs pour aller vraiment identifier leur quotidien et au-delà de ce qu'ils pourraient dire dans un questionnaire quantitatif où on est souvent limité en termes d'expression, eh bien on va aller voir s'il n'y a pas ce qu'on appelle des détournements d'usage, des choses qu'ils font par habitude, mais finalement qui leur prennent soit beaucoup de temps, soit beaucoup de ressources, qui sont pas idéales, mais qui sont les solutions qu'ils ont parfois mis en place pour pouvoir
accéder à la solution dont ils avaient besoin. Et donc, ce travail de terrain, il est très important parce qu'il nous permet souvent de voir des choses que les gens n'exprimeraient pas dans un questionnaire, n'exprimeraient pas dans un entretien. Donc, c'est complémentaire des entretiens parce que c'est des choses qui sont rentrées dans leurs habitudes et dans leur quotidien. Donc ça, c'est la première phase d'exploration et de compréhension des usages. Et vraiment, on met aussi le focus sur la question des utilisateurs, qui sont souvent des profils qu'on a oubliés, soit parce que c'est pas nos clients et on pense ne pas y avoir accès. Et puis aussi, parfois, ce sont les mêmes que les clients, mais on ne les connaît pas du point de vue des usages. On les connaît du point de vue du marché, de leur capacité d'achat, de leurs habitudes d'achat, mais pas de leurs usages, de l'expérience qu'ils aimeraient vivre. Une fois qu'on a fait ce travail du pourquoi, on a tout un travail donc de créativité, d'ouverture de ces données terrain. Et ensuite, on va travailler sur le comment. Le comment, c'est la phase orange et rouge que vous voyez sur le schéma. C'est finalement, une fois que je suis allé sur le terrain, je sais qui tu es, monsieur l'utilisateur, monsieur l'usager de mon service. Je sais quels sont tes points de douleur, tes irritants, les choses que tu n'arrives pas à faire ou les éléments que tu as pu modifier pour apporter une solution à ton problème. Eh bien, je vais imaginer, je te propose une solution que j'ai imaginée et je vais te la proposer sous forme d'un prototype. Qu'est-ce que c'est qu'un prototype? C'est une solution qui n'est pas encore développée, mais qui est racontée, une simulation qui est racontée du point de vue du client. On va lui raconter sous formes diverses et variées, la BD étant la plus connue, mais il en existe plein de formes, de pouvoir imaginer le service qui pourrait vous être le plus facilitant, le plus satisfaisant, pour ensuite aller le tester sur le terrain. Cette démarche, elle est vraiment de se dire, je vais très vite sur le terrain, tester mes idées avant de faire un pilote, déployer pour limiter mes investissements, limiter les dépenses que je pourrais avoir sans être sûr de l'acceptation du marché et de mes utilisateurs. Alors, vous allez me dire, parfois, on fait déjà des tests, on questionne nos clients sur des nouveaux services, mais souvent, on les questionne sur la notion de besoin, c'est-à-dire, on vous propose ce service qui répondrait à tel besoin, est-ce que ça vous intéresse ou pas? Et les gens répondent oui, non. Et puis, s'ils nous disent oui, finalement, on se dit, ok, c'est bon, on le met en place. Le travail sur le prototype, il est d'aller plus loin que cette description littéraire de se dire, voilà, je vous propose ce nouveau service. C'est de se dire, non seulement je vous propose ce nouveau service, mais dans ce nouveau service, on vous propose d'avoir ces actions-là, vous connecter ou de vous déplacer en boutique, d'avoir tel point de contact pour avoir une information, d'avoir telle interaction avec un humain à tel moment, ce genre de choses. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on va avoir des données sur l'usage et qui nous disent, ok, ce besoin, effectivement, il a besoin d'être satisfait pour moi. En revanche, en termes d'expérience, c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Moi, je préférais avoir cette étape-là, je voudrais faire ça chez moi, ça tout seul, ça avec vous, ce genre de choses. Et donc, vraiment, le cœur de la démarche, il est vraiment à se dire, on va prototyper l'expérience parce que c'est ça qui va nous donner de la valeur ajoutée. Répondre par le besoin, c'est aussi un élément différenciant, mais généralement, il y a plusieurs acteurs qui vont répondre aux mêmes besoins. Exemple, je reprends l'exemple d'Uber, par rapport au taxi, ils répondent aux mêmes besoins, déplacer les personnes d'un point A à un point B en véhicule particulier en zone urbaine. En revanche, c'est l'expérience de service qui va être différenciante et qui va permettre de fidéliser et conquérir des nouveaux clients. Donc, le prototype, c'est j'exprime, je présente, je décline, je simule l'expérience de service dans un format le moins coûteux possible pour pouvoir aller le tester auprès des utilisateurs pour ensuite, en fonction des retours terrain, pouvoir le simuler. Je vous montrerai des illustrations juste après. Et donc, dernière étape, alors donc le test, on retourne sur le terrain, tester auprès des utilisateurs. Et ensuite, on va travailler ce qu'on appelle la modélisation et le déploiement. C'est finalement comment je décline mon organisation, je repense mon modèle organisationnel, ma structuration d'entreprise pour pouvoir apporter ce service. Quel silo je casse, quel rouage je mets en place, quels éléments je mets pour faciliter cette expérience de service, avec du développement numérique, mais pas que. Alors, je vais poser la question, est-ce qu'il y a des questions à cette étape de l'explication ou est-ce que je continue et on prend les questions tout à la fin? Bon, alors je vais continuer. Donc, les composantes clés de ce processus, c'est des choses que j'ai évoquées précédemment. On fait un focus sur l'utilisateur qui n'est pas à confondre avec le client. Vraiment, sauf si c'est la même personne, mais même si c'est la même personne, on va aller chercher des données d'usage le concernant. On va prototyper et tester très vite
pour minimiser les risques de déploiement. Et puis, on va être dans une démarche de co-création. Ça veut dire que très vite, on va intégrer les parties prenantes, dont l'utilisateur dans la démarche. Donc ça, c'est important, c'est-à-dire que non seulement on le fait du point de vue de l'usage, mais en plus, on va chercher l'utilisateur pour qu'il puisse très vite être impliqué et engagé dans le service. Les bénéfices de l'innovation de service, alors on les a identifiés au nombre de deux dans différents axes. Par rapport à mon marché, à ma relation de marché, à la pérennisation de mon entreprise, ça va me permettre d'enrichir la valeur apportée aux clients dans un monde concurrentiel. Ça va me permettre aussi parfois de trouver de nouvelles voies d'accès au marché, en particulier sur des nouveaux modèles économiques, de se dire finalement, en proposant une vente à l'usage, je change mon modèle de vente parfois de rente où je vends un produit et ma relation s'arrête. Ça me permet aussi parfois d'élargir le métier de l'entreprise, c'est-à-dire de voir qu'il y a des étapes en amont et en aval du parcours de l'utilisateur qui ne sont pas couvertes aujourd'hui par des prestataires. Donc, de pouvoir élargir le métier de l'entreprise. Et puis, sujet très à la mode, valoriser des ressources inexploitées au travers de l'économie circulaire et finalement de la reprise des déchets matériels ou immatériels. Ça, c'est vis-à-vis de mes clients. Et puis, en interne, c'est une démarche, comme on le voyait, de co-création et pluridisciplinaire. Donc, ça permet d'ancrer la culture service auprès des salariés, c'est-à-dire qu'on remet le client au cœur des démarches. Et même si on est souvent sur des entreprises qui font déjà du service, où les gens ont chevillé au corps l'attention du client, il a souvent été oublié dans les pratiques et dans le quotidien. On a souvent imposé des process internes qui nous vont bien. Et je pense qu'en tant qu'utilisateur de services autres, vous le vivez aussi auprès de votre banque ou d'autres acteurs. Favoriser le travail collaboratif, c'est-à-dire qu'on va faire produire aux gens un maximum. Notre objectif est aussi d'outiller les gens, les équipes simplement avec des outils simples pour être reproductibles et repartir facilement sur d'autres projets. Et puis, partager une ambition orientée client qui est souvent l'ambition de la direction, mais qui parfois a des difficultés à être ancrée dans des démarches opérationnelles et quotidiennes au-delà de la vente et de la proposition de service. Alors, je vais vous présenter deux exemples qui ne sont pas dans le milieu de l'ortie et de la pépille. On pourra en discuter, on en a un exemple aussi, mais j'avais aussi envie de vous sortir de votre cœur de métier pour vous ouvrir à d'autres métiers et voir ce qui s'est passé dans d'autres structures. Je regarde que j'ai un message, je change d'écran. Ah non. Parfait. Donc, je vais vous parler de Sidamo. Sidamo, c'est une PME du Loir-et-Cher qui est à la chaussée Saint-Victor, à l'entrée de Blois. Et donc, Sidamo est concepteur et conçoit et vend des machines-outils pour des distributeurs qui eux-mêmes vont revendre à des professionnels. Ils font fabriquer en Italie et une partie en Chine de leur outillage. Et donc, les dirigeants de Sidamo sont venus nous voir il y a quelques temps pour nous dire, voilà, on voudrait aujourd'hui être un acteur majeur et incontournable du marché face à des acteurs qui n'ont pas la même dimension que nous, que sont des Karcher ou autres, et qui ont une capacité d'investissement beaucoup plus large que nous. Et donc, je vais représenter toute la démarche qu'on a fait avec Sidamo. On a été, donc la phase du pourquoi, la phase bleue, que je vous ai évoquée tout à l'heure. On a été sur le terrain, observer les usages auprès des utilisateurs finaux et finalement, on aurait pu s'arrêter aux utilisateurs finaux, mais très vite, le terrain nous a fait remonter qu'il y avait, comme je vous le disais, dans la chaîne de valeur, différentes typologies d'utilisateurs. On avait l'utilisateur finaux, les industriels, mais on avait aussi les distributeurs qui n'étaient pas une cible première dans la démarche de l'entreprise initialement, mais finalement qui sont sortis très très fortement comme étant des utilisateurs aujourd'hui qui avaient besoin de services et d'innovation par les services parce qu'ils étaient souvent incentivés commercialement mais avec assez peu de services et de solutions proposées. Donc ce premier travail, donc vous voyez sur une démarche d'exploration et d'observation des usages, vous allez au plus près des utilisateurs. L'idée, c'est pas de leur faire compléter un questionnaire Google, comme je vous le disais, quantitative sur une plateforme, mais vraiment d'aller voir au plus près du terrain, là où ils sont, dans leurs conditions d'usage, au plus près de leur réalité, comment ils utilisent les machines ou vos produits, vos services, pour comprendre dans le verbal et le non-verbal la façon dont ils, au quotidien, utilisent votre service ou votre solution.
Donc ensuite, vous avez des visuels pour bien montrer que la démarche elle est en co-construction avec les parties prenantes. Alors là, ça ne se devine pas, mais autour de la table, on est allé chercher à la fois des clients finaux, alors qui ne sont pas du coup les clients de Sidamo, hein, qui étaient les utilisateurs des machines, qui étaient les clients de la plateforme du bâtiment au point P, et la direction d'une grande enseigne de distribution pour les mettre autour de la table et essayer d'imaginer des services ensemble pour aussi positionner Sidamo non pas comme étant un acteur qui voulait prendre la place de la distribution. À aucun moment, ça a été leur stratégie, mais plutôt de se dire, on va construire ensemble des services au bénéfice de votre client, vous et notre utilisateur final, dans lequel on est tous gagnants. Donc, ce qui est ressorti de cette démarche, ça a été une volonté d'assister l'utilisateur dans son expérience. Donc, on a retracé, vous voyez, grosse masse. Alors, je ne vous ai pas sorti tous les éléments. Après, s'il y a des gens qui veulent qu'on en discute de manière un peu plus fine, pas de souci, dans la limite de ce que je peux diffuser. Mais on a retracé pour chacune des étapes de l'utilisateur, du parcours de l'utilisateur, à quel moment il avait besoin d'assistance, d'accompagnement, et de le décliner en numérique ou en physique, à distance, au travers d'interactions humaines, les choses qu'on pouvait apporter, et ensuite de se dire est-ce que c'est le distributeur ou est-ce que c'est Sidamo qui l'apporte, mais vraiment pour apporter une vraie solution et pas juste une démarche de commercialisation auprès de l'utilisateur. Et idem, le distributeur, comment on pouvait l'accompagner dans son activité, aussi bien dans l'avant-vente, dans la vente que dans la pré-vente. Aujourd'hui, la partie vente était souvent bien valorisée au travers d'incentives et de concours, mais assez peu de choses étaient mises en place sur de l'avant-vente et de la pré-vente pour faciliter la vie du distributeur. Typiquement, quand les machines revenaient, il y avait assez peu de suivi, de retour et d'informations apportées au distributeur pour fluidifier sa relation avec le client. Donc, une fois qu'on a fait ce travail, on a prototypé les services qui ressortaient les plus fortement. Donc, vous avez une illustration du service en la petite diapo grise qui est ici, où vous voyez un prototype, c'est-à-dire une petite BD où on raconte, vous voyez, il y a des éléments qui sont sur des écrans, il y a des éléments qui sont en physique, où on raconte l'expérience du service proposé au client dans la perspective d'aller le tester auprès de cet utilisateur et de ce client pour collecter sa donnée d'usage et sa réceptibilité, son acceptabilité, au service. Le test, il se fait tout comme l'exploration au plus près de la réalité, c'est-à-dire dans les conditions réelles d'utilisation du service. C'est-à-dire, par exemple, chez les distributeurs, c'était dans un magasin avec du trafic, avec du passage, parce que jamais ils n'utiliseraient le service dans un bureau fermé à des horaires de fermeture, ou ce genre de choses. Il faut que ça se rentre au plus près de leurs usages pour que ce soit le plus en phase avec qui ils sont, leurs contraintes et leur environnement. Donc, les nouvelles solutions qui ont émergé de la démarche avec Sidamo, ça a été la mise en place d'une école de formation à destination des distributeurs et partagée parfois avec les clients. Une hotline utilisateur. Donc, l'idée n'est pas du tout de prendre la place des distributeurs, mais vraiment de les accompagner dans la prise en charge, dans la conception de leur machine en amont, et aussi sur la partie SAV et suivi de leurs produits SAV. Une extension de garantie et un site de vente de pièces détachées qui aujourd'hui n'était pas forcément proposé par la distribution parce que c'était de l'outillage qui était compliqué à proposer et qui était un point de douleur dans le parcours de l'utilisateur. Est-ce que vous avez des questions avant que je passe à la deuxième illustration? A priori, non. Donc, je continue. Donc, deuxième illustration, donc tout autre secteur d'activité. Une société de Saint-Amand-Montrond, donc qui conçoit des bas de compression auprès des pharmaciens et destinataires des utilisateurs finaux. Vous et moi, si on a besoin de ce type de prescription médicale. Pourquoi j'ai choisi cet exemple comme Syseta? C'était que je trouvais que la question de la chaîne de valeur était intéressante, c'est-à-dire que l'accès à l'utilisateur final n'est pas forcément une évidence pour l'entreprise qui n'a pas l'utilisateur final comme client. Et même si ça peut être son voisin,
son cousin ou sa belle-mère, c'est pas forcément un acteur sur lequel on a une connaissance et une prise en tant qu'entreprise. Et donc la question de Syzeta, c'était toujours donc renforcer le positionnement de Syzeta comme un acteur innovant du marché, en sécurisant la prescription médicale de bas de compression dans un domaine assez concurrentiel et un paradigme prix fort avec des produits venant de Chine. En entrant dans la démarche, le dirigeant que vous voyez là en bas avait une idée, une intuition qui était celle de se dire on va proposer un logiciel de gestion des stocks aux pharmaciens, comme ça on pourra sécuriser la prescription des bas et on s'assurera notre volant d'activité et de marché. Donc on lui a proposé évidemment de garder cette idée en tête, mais est-ce qu'il était prêt de la mettre de côté pour repartir un peu de manière vierge sur la partie du pourquoi, c'est-à-dire plutôt que d'être tout de suite dans le comment avec son logiciel de gestion des stocks, de repartir de manière assez vierge sur le terrain pour se dire finalement je vais aller comprendre pourquoi du point de vue des utilisateurs. C'est compliqué la question de la prescription médicale, de la suivi de traitement sur le bas de compression. Et donc, on est allé sur le terrain, en pharmacie, observer, capter la réalité des usages des pharmaciens et des consommateurs, des patients sur ce sujet-là. Et donc, on a observé plusieurs choses, la prise de mesure, la prescription, le suivi de l'observance de traitement et l'entretien. De ce travail, sont ressorties beaucoup de choses, c'est que dans la cellule R&D de l'entreprise, quand on conçoit des bars, on y met tout son cœur, toute sa connaissance, et on imagine que tout ce cœur et cette connaissance vont être aussi déployés sur l'ensemble de la vie du bar. Et le quotidien, c'est celui que vous pouvez voir dans les pharmacies, c'est finalement de l'attente et du coup pas forcément le temps de bien prendre les mesures au bon endroit, pas forcément fait par quelqu'un qui a été formé, donc les mesures sont pas toujours bonnes, pas dans un endroit idéal, pas aux bons horaires. Et puis arrive le moment un peu complexe du choix du bas dans un catalogue un peu moins gros que la Redoute à l'époque, mais aussi vous en avez un extrait sur le visuel, aussi imbitable en termes de lecture, où on laissait l'utilisateur un peu choisir le bas qu'il souhaitait, avec des références incompréhensibles, et finalement un produit différent en stock, donc pas le bon produit avec les bonnes mesures, et donc une observance qui n'était pas bonne. Donc, même si aujourd'hui cette constatation vous semble évidente et c'est tout à fait normal, pour les gens de l'entreprise, c'était un peu la découverte de se dire, mais finalement, tout le soin qu'on met nous à concevoir un bas, finalement ne se retrouve pas dans l'expérience qui est vécue ni chez le pharmacien ni chez le patient. Et on se retrouve du coup avec des bas qui ne servent pas le traitement, donc qui ne sont pas utilisés, donc des ventes qui diminuent. Donc de ce travail d'exploration, on est revenu en équipe pour finalement se dire mais quel pourrait être, au vu des contraintes qu'on peut voir en termes d'espace, de temps, de mobilier, d'équipement, de formation, quel pourrait être le parcours idéal proposé à un pharmacien ou à une préparatrice en pharmacie et à un patient dans l'utilisation, l'expérience de service avec un bas de compression de je sors de chez le médecin avec une prescription médicale jusqu'à je rentre chez moi et je l'utilise régulièrement pour suivre mon traitement. Donc, vous voyez, on a commencé à dessiner collectivement un parcours. Là, vous en voyez une vision un peu plus aboutie reprise par un designer de service qui, du coup, illustre chacune des étapes. Donc, la prise de rendez-vous, la prise de mesure, un élément d'interface, puisque ce qui est ressorti, c'était qu'il fallait aider conjointement le binôme patient-pharmacien à la fois prendre les mesures et choisir le bon bas avec des outils à la fois plus modernes et aussi que le client pouvait utiliser en autonomie pendant que le pharmacien pouvait vendre une boîte de Doliprane à côté à un autre moment. Et puis des temps de formation et de partage avec les équipes. Une fois que cette solution, ce prototype a été finalisé, nous sommes allés le tester in situ, en pharmacie, comme je vous le disais tout à l'heure, au plus près des conditions réelles d'utilisation du service, pour que ce soit ancré dans le passage, le flux, les horaires, le langage des pharmaciens, et pour pas être déconnecté du service.
Donc là, il y a eu la restitution des recommandations. Et donc, ceci a amené deux choses. La mise en place donc, dans l'entreprise d'un ensemble d'outils et de services innovants autour du numérique, à la fois sur la partie prise de mesure, entretien, enfin choix et entretien du bas pour les bas de compression. Et puis, pour certaines pharmacies, la mise en place de ce qu'ils ont appelé l'orthoshop, qui était un espace d'accueil client modulable pour faciliter la prise de mesure, le choix, la valorisation des produits, et dans lequel aujourd'hui, 6 États, donc 3 orthoshops ont été déployés aujourd'hui dans des grandes pharmacies où il y a beaucoup de trafic, et dans lequel aujourd'hui, ils vont jusqu'à proposer les produits de leurs concurrents dans cet environnement. Voilà, alors je vous ai mis quelques références si vous avez des questions qu'on va garder un peu à l'écran dans le cadre des échanges. Je repasse sur l'autre interface, juste pour voir s'il y a des questions. Non. Hop. Donc, Aurélien, on peut passer en mode échange et partage si vous voulez. À chacun de réactiver les micros. Vous avez toute la possibilité de réactiver. Tu as donné des exemples. Bon, il y a des liens qui se font très vite avec le volet ornemental. Je pense notamment à des choses sur le fait qu'on est dans une filière où il y a le distributeur a un rôle très important et qui est bien souvent des fois décloisonné de la production. Mais j'avais une question, tu as évoqué tout à l'heure que tu avais déjà travaillé sur l'horticulture et la pépinière. Est-ce que tu as c'était par rapport à des thématiques précises ou pas du tout? Enfin, Alors, on a travaillé pour une entreprise du Loiret sur une problématique de vente comment ça s'appelle de mise en place d'une boutique de services et de vente de produits un peu différente d'un catalogue classique. Donc, on a eu cette démarche-là d'aller comprendre aujourd'hui, alors c'était il y a quelques années, en 2015, l'idée c'était de se dire c'était l'émergence de la folie du jardinage à domicile et du, pas homestaging, mais du jardin staging, je sais pas si ça se dit, où les gens cherchaient vraiment à se projeter dans leur univers de jardin. Donc, c'était vraiment de travailler sur ces deux aspects-là, comment je projette le client dans son univers de jardin et comment je l'aide, le conseil sur le choix de ses produits, pas forcément en boutique, mais aussi à distance, et sur l'entretien. Ensuite, on a eu des actions avec VG-Police sur plutôt un travail sur les tendances et comment je vis de plein fouet dans les tendances des consommateurs et des utilisateurs dans leur consommation d'achat. Qu'est-ce que ça veut dire dans mon entreprise? Et aujourd'hui, s'il y a des questions, ne pas hésiter à activer vos micros, hein, mais du coup, je vais enchaîner avec une autre question. Tu as évoqué, aujourd'hui, vous avez un ordre d'idée par rapport à des structures qui ont mis en place les démarches que tu nous présentais, Céline, l'impact direct sur soit leur chiffre d'affaires, soit la fidélisation de leurs clients. Alors, je remets là, je crois que… Tu l'avais. Tac, tac, tac. Alors, en termes de chiffrage, je regardais dans les verbatims qu'on avait mis à la fin, 6 états, tac, 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 non, j'ai pas de… En termes de chiffrage, c'est assez difficile parce que de dire que c'est juste notre action, ce serait un peu présomptueux. En fait, la démarche, elle fait évoluer l'entreprise dans son ensemble. Là, par exemple, chez 6 états, ça a donné aussi un énorme élan aux gens de la R&D d'aller voir ce qui se passait sur le terrain et donc ensuite de faire des micro-adaptations, modifications par rapport à ce que eux imaginaient dans leur labo R&D et ce qui se passait dans une pharmacie ou avec du trafic. Donc, on n'a pas de chiffres liés particulièrement à notre intervention en termes d'augmentation de chiffre d'affaires. En revanche, on a voilà le témoignage de aujourd'hui, enfin de Sidamo et Tizeta qui sont les deux entreprises. Après, il y en a plein d'autres qui ont vu une fidélisation, en tous les cas une relation client complètement transformée, vécue par leurs clients, mais aussi dans l'entreprise. C'est-à-dire une démarche où la relation client n'est plus du seul rôle et de la seule responsabilité du commercial. C'est-à-dire où chacun aujourd'hui comprend que ce qu'il fait et ce qu'il produit s'ancre dans c'est au bénéfice du client. Ce qui peut-être semble une aberration, mais pour beaucoup a été très souvent oublié parce que repris dans le process, repris dans le quotidien,
dans son métier et de se dire, bah, moi, je produis ça et voilà. Et de se dire, mais à quoi ça sert pour le client? Comment ça peut lui être bénéfique dans la perspective de se dire, bah, je dois le fidéliser parce que il est plus facile de fidéliser un client que d'aller en conquérir de nouveau. Mais j'ai pas de chiffres. Je pourrais regarder, mais je crois pas qu'on ait de chiffres particulièrement, ou en tous les cas, pas être directement lié uniquement à notre intervention. Non, non, mais après, tout s'exprime pas, je pense, en chiffres. Oui, Rien que non, des mais fois, améliorer la relation avec son client, ce qui favorise d'ailleurs des interactions, les prises de commandes rapides, la confiance, c'est aussi des critères importants. par exemple, six États, eux, ont réussi à entrer dans des pharmacies de grande ampleur en région parisienne et sur Paris, dans lesquelles ils ne rentraient pas parce qu'ils apportaient une démarche complètement nouvelle, euh, avec une démarche qui avait été portée par les pharmaciens. Donc, Mm. le regard du pair à pair, ça, c'était hyper important pour eux de se dire, bah, finalement, ça a été pensé avec mes collègues. Donc, ça va être pensé un peu mieux au plus proche de qui je suis. Et surtout, c'était une solution qui n'était pas trop intrusive dans ma gestion d'entreprise. C'est-à-dire, c'était pour aider à mieux utiliser le produit, contrairement à l'outil de gestion des stocks qui était la demande initiale du dirigeant, qui était perçu par les pharmaciens comme étant quelque chose de très intrusif dans leur périmètre de gestion de leur entreprise. Voilà. Et, euh, et par rapport, quand vous mettez en place là, les nouvelles approches, il y a deux questions qui sont l'une dans l'autre. La réticence au changement, parce qu'il y en a toujours, hein, forcément, c'est quelque chose d'inhérent au comportement humain, mais elle s'exprime plus vis-à-vis des clients, enfin, ou des clients pro ou perso, ou plus des équipes en interne. Alors, on a assez peu de réticence de la part des clients. Les clients, ils sont toujours, enfin, on a rarement eu des problématiques à accéder au terrain. Les gens sont plutôt toujours un peu alertes à nous raconter leur vie. Alors après, à nous de faire le tri. C'est pour ça qu'on fait toutes ces démarches-là pour trier entre le fantasme et le réel. Après, c'est souvent les équipes internes qui voient ça comme une démarche de client roi et on est là bien pour leur dire on va travailler sur les deux jambes, hein, le client et le collaborateur, en se disant on fait toujours plus pour le client et assez peu pour les collaborateurs. Donc finalement, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à faire d'abord du service pour nous avant de faire du service pour les clients? Après, la démarche, elle est aussi très dans l'intelligence collective, dans le collectif, dans le collaboratif. Et très souvent, les gens nous disent, bah, on a réappris à se parler, à partager, à échanger. Et, euh, et mais au départ, c'est pas naturel. C'est-à-dire que bah, c'est plus vu comme étant, mais enfin, c'est encore une nouvelle façon de faire. On n'ira pas jusqu'au bout. Et la démarche, vous la conduisez sur 2 semaines, 3 jours, 3 mois, un an, 2 ans? Ça dépend des formats, ça dépend des budgets des entreprises. Ça peut être 3 semaines sur un format accéléré. Ça peut être jusqu'à 6 mois si on va jusqu'au déploiement. Ça dépend vraiment des entreprises. Autre élément aussi important que je voulais évoquer là sur la question des collaborateurs, on part souvent aussi dans la démarche de remettre le collaborateur au centre dans deux aspects. Le premier, c'est de se dire, si on ne fait pas de service en interne, il n'y a quand même pas beaucoup de chances qu'on arrive à faire du service, à apporter des solutions à nos clients. C'est-à-dire que s'il n'y a pas un sentiment de se dire comment on se rend service dans l'entreprise, quelle est la démarche service de l'entreprise en interne, ça c'est le premier sujet. Et puis on positionne souvent les collaborateurs en disant, vous, quand vous êtes consommateur, utilisateur de services, avec votre banque, la poste, votre fournisseur de téléphonie, votre fournisseur d'énergie, votre garagiste, combien de fois vous vous dites, mais j'aurais bien aimé que la solution, elle soit pensée avec moi parce que ça aurait pris en compte mes contraintes, mon langage, ma temporalité, mes outils, et que ça aurait été vraiment une solution et pas un truc dont je peux pas me passer, mais vraiment j'ai pas le choix, quoi. Et de partir de là, ça les projette en se disant, mais finalement mon client il est exactement comme moi sur un autre sujet, sauf que quand moi c'est le garagiste, je suis pas expert et je le vis très très mal, bah mon client quand c'est l'horticulture, parfois il n'est pas expert. Il n'a pas tous les éléments pour pouvoir bien comprendre le sujet parce que c'est une gamme de produits dans dans tout un catalogue. Mais comment je l'aide, comment je fais pour que vraiment sa relation avec moi soit une relation de solution et pas un casse-tête chinois. Et le fait de les projeter eux-mêmes dans une démarche de consommateur de service, c'est quelque chose qui est assez engageant. Ouais. Et enfin, s'il y a d'autres questions que les acteurs n'hésitent pas, on a les experts de l'horticulture en ligne. Euh,
la question piège, parce que c'est des remarques qui m'ont été faites des fois par des adhérents producteurs, c'est de dire, mais moi je suis un peu, David contre Goliath, c'est-à-dire comment moi, horticulteur, je peux faire en sorte de changer mon approche service, sachant que mon acteur c'est Gamme Vert et Truffaut, et eux, c'est des géants, je vais jamais pouvoir leur faire bouger d'un iota. Donc c'est un petit peu beaucoup d'énergie pour derrière un organisme qui bouge pas. Est-ce que là, dans cette approche, il y a des voies, je pense tout ce qui est communication digitale, réseaux sociaux, sur lesquels on peut aussi, c'est pas une sorte de court-circuitage, mais défendre une marque et un petit peu imposer ses règles aux distributeurs. Est-ce qu'il y a des approches que vous déployez sur ça? Alors, il y a trois choses. La première, c'est de se dire que ces marques, ces boîtes, elles sont généralement dans les mêmes démarches. C'est-à-dire que toutes ces grandes entreprises, elles ont ouvert une direction expérience client, une direction satisfaction client, une direction design de service, une direction innovation de service. Ça prend les noms divers et variés, mais toutes, enfin je les connais pas toutes, mais une grande majorité ont ouvert ce type de direction et de métier. Et donc, elles sont aussi friandes d'avoir en face d'eux Ah, Céline, ton micro a dû couper. un interlocuteur qui va Ah, parler et le même langage et qui Hop, je ne Céline, connais pas. il faudra que tu reprennes parce que Vous m'entendez? ton son a été coupé pendant 30 secondes et après ça a bugué. Donc, je reprends. Un des premiers aspects, c'est que toutes ces entreprises, elles ont déjà créé, ces grandes entreprises, elles ont créé des directions expérience client, innovation de service, démarche centrée usage, ce genre de choses. Et donc, elles sont elles-mêmes dans ce mouvement-là. Donc, elles sont aussi à l'écoute, à l'affût de ce qui peut se faire sur ces sujets-là chez leurs prestataires. Nous, on l'a vu, hein, incidemment, ils sont pas très très gros. Quand il a fallu aller voir la plateforme du bâtiment au point P, les gens ont été intéressés de se dire que l'un de leurs fournisseurs avait aussi cette démarche. Donc c'était toujours dans un domaine économique, hein, mais de se dire c'est des gens avec qui on va pouvoir avancer sur ce sujet-là, expérimenter des choses. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est l'ancrage usage et utilisateur vous permet, sans forcément bypasser votre distributeur, d'avoir une entrée directe avec l'utilisateur. Et donc d'avoir une donnée sur l'usage, sur le quotidien, qui va être aussi riche dans ce que vous allez apporter dans votre relation avec le distributeur. Au-delà de dire, moi j'ai envie de faire ça, c'est voilà ce que j'apprends sur le terrain, voilà ce que mes utilisateurs me disent, voilà ce que j'ai comme remontée d'informations. Parce que effectivement, ces grosses boîtes, elles ont une force de frappe énorme, sauf qu'elles ont une agilité proche du niveau de la mer. Donc, elles sont généralement, elles captent une donnée, elles savent pas très bien quoi en faire, elles savent pas par où commencer, et que aujourd'hui, il s'agit d'être gros et d'avoir des capacités d'investissement, évidemment, mais il s'agit aussi d'être assez agile et d'avoir cette capacité un peu itérative et de rapidité d'exécution qu'elles n'ont plus. Et donc, ce lien avec l'utilisateur que vous pouvez avoir justement, alors au travers des réseaux sociaux ou d'autres supports que les réseaux sociaux, parce que c'est pas forcément une fin en soi, mais en tous les cas de lien avec l'utilisateur final, elles peuvent être pour elles aussi une source d'information qu'elles n'ont pas qu'elles ont le moyen de capter, mais pas forcément d'analyser et de traiter. Merci. Je ne sais pas s'il y a des questions chez les participants. Ça peut être des partages d'expérience aussi. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà initié ce genre de démarche? Alors, pas forcément avec cette méthode-là, parfois avec cette méthode-là, mais sans le savoir, parce que ça arrive assez souvent que les clients nous disent, mais non, déjà des choses qui ressemblent un peu à ça, mais on savait pas que ça s'appelait comme ça. Avec leurs clients, avec leurs utilisateurs? Je ne sais pas, puis je vais pas anticiper, mais je vois qu'il y a Emmanuel Bouchard de Hortival Diffusion qui est présent, parce qu'il y a eu tout le concept sur la marque Silence ça pousse, où il y a eu pas mal de choses développées, mais je vais pas m'avancer pour lui. Je sais pas s'il souhaite prendre la parole pour expliquer, mais il y a eu des initiatives un peu similaires conduites dans le cadre de la mise en place de cette marque. Après, le travail de la marque, c'est justement en complémentarité de ce qui est fait dans la démarche d'innovation par les services, c'est de se dire comment, au-delà de la marque, c'est-à-dire de l'affichage, de la diffusion, de la communication, comment, dans mes services, cette marque, elle est incarnée dans chacune des étapes du parcours. C'est-à-dire que dans la marque, je vais diffuser des valeurs, je vais diffuser un esprit d'entreprise, je vais diffuser des croyances autour de mon entreprise. Comment ces éléments-là
ces moments de valeur que je vais pouvoir avoir identifiés, je les retrouve de manière très réelle, incarnée dans l'expérience de mon utilisateur. Parce que si vous évoquez une démarche de marque innovante, de proximité réactive, et que dans la construction des services, dans vos parcours clients, dans les éléments de l'expérience client, on n'en retrouve pas ça, bah, il y a un élément qu'on côtoie nous assez souvent dans les entreprises, c'est de se dire, bah, c'est du market, c'est de la pub, mais finalement, il n'y a pas de réalité dans ce qui est proposé par l'entreprise sur ces sujets-là. Alors nous, on le voit aussi très fortement dans l'expérience collaborateur, où les gens nous disent, oui, bah, à l'extérieur, on affiche des belles valeurs et des beaux slogans, et puis finalement, quand il s'agit de l'interne, on en est assez loin. Mais ça marche aussi très bien pour les clients. Quand les secrétaires disent « peur de vous et ça change tout » et que finalement, il n'y a rien qui est lié à l'utilisateur, ça marche bien dans le slogan, mais ce n'est pas de la réalité. Et justement, tu as pas mal parlé, mais je sais qu'on a déjà eu ce débat avec Isabelle, tu as pas mal parlé de clients. Donc, Ouais. la définition du client, c'est celui qui est sur l'acte d'achat. Mais je sais Oui, qu'au niveau sémantique, il y a un nom qu'utilise aussi pas mal Isabelle, c'est le nom d'utilisateur. exactement. Et que des fois, de se dire que c'est pas forcément celui qui nous achète qui utilise le produit, et c'est comment prendre cet acteur qui utilise sans forcément acheter en compte dans ma démarche. En fait, une des premières initiatives, travaux qu'on lance dans une innovation par les services, c'est un travail de cartographie des parties prenantes. C'est de dire, bon, généralement, mon client, je le connais assez bien. Après, je le connais bien en termes statistiques. Mais est-ce que c'est lui qui va utiliser mon service? Bah, pas forcément. C'est peut-être quelqu'un de son entreprise, mais pas lui intimement. C'est-à-dire que je traite avec le directeur commercial ou le directeur des achats, et puis c'est le responsable d'exploitation ou c'est le responsable de site qui va utiliser le service. Donc ça, c'est un premier niveau de décrochage entre ma connaissance client et ma connaissance utilisateur. Souvent aussi, on a une notion de la client en tant que structure. J'ai tel client. Mon client, c'est Truffaut. OK, mais chez Truffaut, qui est-ce qui va utiliser le service? Est-ce que c'est la personne qui met au rayon? Est-ce que c'est la personne qui va faire du conseil, ce genre de choses? Parce que du coup, les gens n'ont pas les mêmes usages, les mêmes contraintes, les mêmes façons de fonctionner. Donc ça, c'est la première chose. Après, on peut être aussi sur des marchés. Typiquement, si je reprends le cas de Sidamo, on avait des utilisateurs à rebond ou différents dans la chaîne de valeur. Le client de Sidamo, eh bien, c'était ou le client de Ciseta, c'est le pharmacien, et pour l'autre, c'est la plateforme du bâtiment. Mais l'utilisateur du produit final, bah, pour l'un, c'était le particulier, et l'autre, c'était comment s'appelle, l'industriel, le technicien dans une industrie. Et donc, d'ouvrir les parties prenantes, ça nous permet d'identifier des nouveaux acteurs sur lesquels parfois on n'a aucune donnée, on pense n'avoir aucune prise, alors que c'est des gens qu'on peut tout à fait toucher et qui peuvent avoir des usages différents qui vont influencer sur celui de la chaîne, enfin, celui en amont sur la chaîne de valeur. Typiquement, l'utilisateur qui n'est pas satisfait de son pharmacien ou de l'expérience qu'il vit dans la pharmacie, finalement, n'y retournera pas. Donc, il suffit pas de travailler uniquement sur le pharmacien, mais on voit bien que les choses sont interdépendantes. C'est pour ça qu'on parle d'écosystème. On n'est pas dans des relations uniques. Alors, ce qui aurait un avantage, hein, c'est la simplicité de la réflexion. Là, en travaillant dans un écosystème, on est généralement sur des démarches un peu plus complexes, mais qui ouvrent aussi, de ce fait, un champ des possibles en termes de services beaucoup plus large que dans une relation unipersonnelle avec juste une structure ou un individu. Donc la question de l'utilisateur, elle est importante. Et parfois, mon client peut être mon utilisateur. En B2C, pardon, le client est souvent l'utilisateur. Sauf que je ne le connais pas, généralement, sur ses conditions d'usage. Je les connais sur ses capacités d'achat, enfin sur des données statistiques en termes de fréquence, de pouvoir d'achat ou de panier moyen ou de produits ou ce genre de choses. Mais pas en termes d'usage, de se dire dans l'expérience, c'est quoi les outils, les médias, les contraintes, le vocabulaire, l'environnement dans lequel il évolue. Donc ce travail en amont, dans la phase du pourquoi, il est crucial de se dire mais qui sont mes utilisateurs? Et d'en avoir une cartographie très large et ensuite de se dire ben, je priorise. Parce que d'une, financièrement, je ne peux pas m'attaquer à tous. Stratégiquement, tous ne me rapportent pas la même chose. Mais qui sont les utilisateurs que je souhaite toucher prioritairement?
Merci Céline pour toutes ces réponses et ces compléments. Petite question purement technique et pratique. Necoe aujourd'hui, il peut agir où? Et qu'en région Centre-Val de Loire ou des acteurs qui sont hors région peuvent aussi mobiliser l'expertise Necoe? Alors, on est principalement dédié à la région Centre-Val de Loire puisque nous sommes cofinancés par la région et la métropole d'Orléans. En revanche, nous sommes en train d'ouvrir une- pas une filiale, mais une démarche similaire en Maine-et-Loire avec la Technopole d'Angers, qui est assez proche de VG Police, je crois, euh, et des démarches aussi sur le Poitou-Charentes, Angoulême, ce genre de choses. On essaye, en fait, on va sur les territoires où on a des individus qui portent les mêmes valeurs que nous, qui vont pouvoir accompagner les entreprises euh, enfin, dans une démarche très opportuniste, c'est-à-dire que l'idée, c'est pas de se dire on va partout et on verra qui on peut avoir. C'est des démarches de transformation des entreprises et vraiment, ça passe beaucoup par l'humain qui accompagne la démarche. Donc, c'est plutôt au gré des rencontres et des individus qu'on peut avoir. On a quelqu'un sur la région Poitou-Angoulême qui est très, très bien et quelqu'un aussi sur la région Pays de Loire avec qui on avance très bien, qui nous permettent de développer des partenariats et des accompagnements d'entreprises. Oui, parce que la petite spécificité, c'est que vous êtes à la fois cluster et vous avez des actions propres des salariés de Necoe qui peuvent accompagner, plus un réseau de consultants adossés qui Exactement. interviennent chacun sur leur niveau d'expertise. Aujourd'hui, on a un fonctionnement. Alors, est-ce que vous proposez des formations à destination Des des producteurs. horticulteurs? Oui, alors je vais répondre à votre question. Alors, c'est pas très poli, je reprends juste ce que vient de dire Aurélie, je vous réponds juste après. Donc, nous, on est effectivement cofinancé à hauteur de 30% de notre budget. On est 6 salariés et le reste, c'est un fonctionnement avec des consultants qui ont une expertise dans un autre domaine, RSE, marketing, marketing digital, peu importe, et auquel on a adossé la compétence innovation par les services. Et donc, c'est eux qui interviennent en binôme, en trinôme avec nous sur les projets. Donc, votre prénom, c'est Johanna. Donc, Johanna, on propose des formations. Alors, à destination des horticulteurs pépinières, bien sûr, comme à toute autre profession. Après, l'idée, c'est que généralement, on teinte la formation avec des illustrations dédiées au métier qui est dans la salle, mais aussi, un peu comme je l'ai fait là avec Sidamo et Ciseta, en essayant d'aller vous chercher des exemples qui ont des passerelles intellectuelles, c'est-à-dire, tiens, il y a une chaîne de valeur avec un distributeur, mais aussi d'autres environnements pour vous ouvrir un peu les chakras et vous dire, euh, finalement, qu'est-ce qui se passe dans d'autres métiers dont je peux m'inspirer. Donc, les formations qu'on propose, c'est de la formation à la méthode, à la démarche, au rond que vous avez pu voir dans la présentation. C'est finalement, soit j'ai plein de sous et je fais appel à un prestataire, soit j'ai pas beaucoup de sous et je veux faire des choses moi-même. Donc, ça veut dire quoi aller explorer les usages, ça veut dire quoi faire des prototypes, ça veut dire quoi faire des parcours clients, ça veut dire quoi tester pour que chacun puisse, en fonction de son budget, de son temps, pouvoir faire des choses tout seul. Est-ce que ça répond à la question? Est-ce qu'on peut imaginer travailler en groupe de producteurs autour d'une marque commune? Alors, moi, j'ai envie de vous dire oui. La question de la marque, c'est un sujet un peu connexe, c'est-à-dire que la marque, c'est une déclinaison marketing et de communication d'une expertise ou d'un service que vous voulez proposer. Donc, j'ai envie de vous dire, on peut imaginer un travail de groupe autour d'un service ou d'une solution commune qui sera visible collectivement dans une marque. Mais travailler à une marque sans avoir travaillé au contenu de ce qu'il y aura dans cette marque, c'est-à-dire aux services, aux solutions qu'il y aura dedans, c'est un peu plus difficile. La difficulté du groupe de producteurs, on l'a expérimenté il y a quelque temps dans l'horticulture, c'était de se dire, en fait, la limite de à quel moment on est collègue et coproducteur et à quel moment on devient compétiteur et concurrent. Et donc, si on est imaginé un travail autour d'une marque qui pourrait être la marque les producteurs de la Loire-Vallée, je dis n'importe quoi, mais c'est de se dire quel service on met dans cette marque dans lequel chacun se retrouve pour que la marque ait de la force et dans lequel chacun a un avantage sur lequel, enfin un avantage, un intérêt et aussi parfois une concession. Parce que le travail, quand on est producteur sur une même thématique, ça va être toujours l'équilibre entre qu'est-ce que je fais pour gagner sur une partie, mais aussi des concessions sur l'autre. Parce que si je veux toujours tout,
tout gagner, finalement, on n'arrive pas à avoir un collectif. Mais le travail en groupe est tout à fait possible. Et plutôt qu'autour de travailler autour de la marque, je suggérais de travailler autour de services de solutions communs dans lequel on aurait une recommandation, une déclinaison marque. La marque existe déjà, d'accord. Et ben, c'est de réfléchir ensemble à quel service on met dans cette marque collectivement. On peut encore poser une dernière question s'il y a. On est arrivé au bout de l'heure, on va pouvoir clôturer. Je laisse 2 minutes s'il y a des questions qui arrivent. Vous aurez la présentation via Aurélien. Je vais essayer de la renvoyer tout à l'heure. Oui, vous avez vu alors, mon double écran. La petite précision, c'est elle sera aussi accessible, le replay du webinaire. La présentation sera accessible sur le site du Cap Filière Ortie Pépi de la région Centre-Val de Loire, au même titre que les autres webinaires qui sont inscrits dans le programme. Donc, il y a eu un webinaire sur la e-réputation, vous avez ce webinaire sur l'approche des services, et vous en avez un prochainement, le 10 décembre, sur l'articulation entre site vitrine, site marchand et boutique. Hyper important, ce que vient de dire Aurélien là, sur site marchand, site vitrine et e-commerce. Et boutique, ouais, espace de vente physique. Typiquement, dans un service, dans une démarche service, l'expérience client, elle est cruciale quand elle est transcanale et cohérente. Et que très souvent, ce qu'on voit, c'est ce qui se passe sur le site internet, ce que je vis dans la vraie vie et ce que je vis au téléphone, ce genre de choses, ne sont pas cohérents. C'est-à-dire que la marque, la promesse que je fais n'est pas cohérente sur l'ensemble du parcours. Je vais vous prendre un exemple, pas dans votre domaine, avec votre banque, où vous commencez parfois des choses sur l'appli de manière très facile, très intuitive. Vous voulez continuer sur votre ordinateur parce qu'il faut mettre des données, des tableurs Excel. Ah, faut recommencer parce que finalement, c'est pas le même logiciel. Et quand vous allez en rendez-vous en vous disant, tiens, venez, j'ai commencé à travailler, qu'est-ce que vous en pensez? On vous dit, ah, mais moi, j'ai pas la même solution. Je sais pas de quoi vous me parlez, on est obligé de recommencer à zéro. Donc, de penser le parcours en dehors des médias et de te dire comment en plus j'articule mes médias ensemble, la boutique physique, la boutique en ligne, les réseaux sociaux, ce genre de choses, c'est crucial dans l'expérience client parce que aujourd'hui, c'est très moche pour les petits, vous comme nous, c'est que les grands standards d'expérience client ont été donnés par des très gros, type Amazon, Google, Facebook, et qu'on ne s'attend pas à avoir une expérience différente, enfin, en tous les cas, discontinue entre ce que je fais en ligne, ce que je vis dans la vraie vie et ce que je vis dans les réseaux sociaux. Donc, ce webinaire, je pense, est très riche, mais pensez-le en termes de parcours et d'expérience client, et pas en tant que, comme l'ont fait toutes ces grandes marques, de choses très silotées. Je pense ce qui se passe dans ma boutique, et puis mon site, c'est autre chose, et puis mes réseaux sociaux, c'est autre chose. Non, ça, quand vous êtes utilisateur, c'est des choses qui sont fluides. C'est parfait, Céline, tu m'as teasé le prochain webinaire, je peux rien demander de plus. Non, mais c'est bien, du coup, il y a une cohérence entre les deux choses et c'est très important. Oui, le parcours a été construit pour amener la réflexion jusqu'au bout sur la question du consommateur et des outils pour mieux le fidéliser et le conquérir. Je vais vous proposer de clôturer sur ces derniers mots et ce teasing plus qu'alléchant de Céline sur le prochain webinaire, en vous souhaitant une bonne après-midi à chacun. Au revoir. Bon après-midi, au revoir.